Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à une autre capsule des outils essentiels du parent bénévole, une initiative de parents partenaires en éducation. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de planification annuelle. Il s'agit en fait du premier module, du tout premier module des outils essentiels et pour une bonne raison, pour avoir une bonne année productive, efficace, plaisante. Souvent, c'est ça, ça passe par un peu de planification. Puis ce qu'on vous propose dans le module 1, en reconnaissance du fait que c'est une activité importante, c'est justement des outils pour envisager l'année qu'on va passer ensemble. Donc, c'est très probable que cette séance de planification qu'on a imaginée pour vous, dans le cadre des outils essentiels, ça soit quelque chose que vous vouliez faire peut-être en début d'année, en septembre, en octobre, quand votre conseil d'école ou votre comité de participation des parents est bien constitué et vous vous lancez avec une séance peut-être de 2 ou 3 heures que vous allez passer ensemble. Préférablement en personne, bien sûr, c'est toujours bien de faire ce genre d'exercice-là en étant ensemble dans un lieu peut-être qui est propice à ça. Sinon, on peut le faire aussi de façon virtuelle. Alors, on va discuter aussi des deux façons de faire une planification. Alors, à quoi ça sert de planifier? Pourquoi le faire? Bien, certain que vous avez peut-être des objectifs que vous voulez accomplir, soit personnels, des objectifs de groupe aussi, et vous voulez vous demander qu'est-ce qu'on a le goût d'accomplir ensemble? Quelle différence est-ce qu'on veut faire ensemble? Alors, c'est déjà un bon point de départ pour amorcer une planification annuelle. Deux petites réflexions personnelles qui peuvent être utiles de se faire pour bien se connaître, parce que c'est sûr que planifier ensemble, c'est un exercice de groupe. Alors, tout le monde y met du sien pour qu'on arrive à un objectif commun. Mais on n'est pas tous fait pareil, on n'a pas tous les mêmes préférences et il y a parfois quelques questions qui peuvent nous aider à mieux se cerner, mieux se connaître pour être en mesure de comprendre que parfois les autres amènent aussi leur propre façon de voir les choses. Alors souvent, on est dans un camp ou dans un autre camp. Par exemple, du côté gauche, on peut se dire, ben, j'aime avoir un programme. J'aime que ma vie soit organisée. J'essaie d'éviter le stress de dernière minute. Alors, ces gens-là ont plutôt tendance à planifier. De l'autre côté, on a des gens qui sont plutôt spontanés, qui sont toujours prêts à peut-être changer ce qu'ils avaient prévu de faire. Peut-être qu'ils n'avaient pas prévu de faire quelque chose de très précis, mais ils sont plutôt spontanés dans leurs décisions. Ils restent souples aussi face au changement de dernière minute. Ce n'est pas quelque chose qui va les déstabiliser, ça, s'il y a des choses qui changent. Alors, ils sont plutôt souples, mais ce n'est pas nécessairement des gens euh, qui auront le goût de passer énormément de temps en planification. Alors, très probablement, dans votre groupe, vous allez avoir des gens avec les deux types de préférences. Alors, c'est utile juste de le savoir. C'est très bien d'un côté ou de l'autre d'avoir des gens qui sont souples, qui voient venir les choses sans trop être déstabilisés, puis d'un autre côté, des gens qui aiment ça vraiment planifier puis ressortir autant de détails que possible. Ce n'est pas pour se donner une étiquette ni pour stéréotyper les gens, c'est juste pour dire il y a des gens qui vont être plutôt dans un camp, plutôt dans l'autre. Ça vous va? Alors, une autre préférence de personnalité qu'on peut retrouver, puis qui peuvent jouer un rôle dans nos conversations de planification, c'est qu'on va avoir des gens qui ont plutôt une préférence pour les détails et l'exécution des détails, des actions, alors que d'autres ont plutôt une préférence pour le grand portrait. Et puis là-dedans, donc du côté gauche, ceux qui ont une préférence pour les détails, ils aiment l'information réelle, tangible. C'est des gens plutôt pratiques. Ils observent et se souviennent souvent des détails. On dirait aussi que ce sont des gens qui sont prudents, plutôt prudents, et aiment avancer de façon systématique.
De l'autre côté, on a une préférence pour le grand portrait, donc c'est des gens qui aiment saisir les informations dans un ensemble. Donc, ils vont moins mettre l'emphase sur les détails, mais plus sur le grand portrait. OK, ben c'est quoi le bottom line? C'est quoi le grand portrait dans cette histoire-là? Alors, c'est plutôt ça leur centre d'intérêt. Ils sont bons à faire des liens rapidement entre les faits. Ils vont voir naturellement des nouvelles possibilités, puis ils arrivent rapidement à des conclusions. Alors, vous voyez aussi que là, tu as vraiment deux différents styles. Par exemple, pour arriver à un plan, pour prendre une décision, il y a des gens qui vont aller plutôt lentement à regarder les détails, alors que d'autres vont vouloir aller plus vite et arriver rapidement à des conclusions. Alors, c'est certain que d'avoir ces deux lentilles-là au sein du même groupe, c'est très utile parce que ça peut éviter qu'on fasse des erreurs, ça peut éviter qu'on aille trop vite, puis qu'on ne se penche pas suffisamment sur certains détails. Ça peut aussi aider à ce qu'on prenne une décision, qu'on finalise des choses, vous voyez. Alors, il y a une préférence ou une autre qui va peut-être dominer selon certains éléments de votre rencontre de planification, mais encore là, c'est utile de savoir dans quel camp on est, quel genre de planificateur on est. Alors, pourquoi planifier? J'aime beaucoup cette citation de Robert Heinlein, qui était un auteur de science-fiction américain. Puis, sa citation, c'est celle-ci: en l'absence d'objectifs clairs, nous devenons étrangement enclins à répéter le même quotidien, jour après jour, jusqu'à ce que nous en fassions une habitude qui nous emprisonne. Donc, l'idée que c'est ça, c'est un plan, quelque part, ça nous donne une direction. Sinon, bien, on peut tomber dans la routine. On peut tomber dans il est 10 heures, je prends mon café parce qu'à tous les jours, à 10 heures, je prends mon café. Et si quelqu'un m'appelle pour aller prendre un café, mais je ne pourrais pas y aller parce que j'ai pris mon café à 10 heures. Vous voyez, genre. Donc, il y a cet élément-là qui est là, qu'en ayant des objectifs, on peut sortir un petit peu de notre quotidien puis se permettre d'aller un peu plus loin, un peu plus haut peut-être. Je voulais vous mettre ce graphique-là parce que je pense il est pertinent à la sortie d'une pandémie mondiale depuis 2020. On sent qu'on a vécu des deuils successifs, hein? On a vécu le deuil de l'école en présentiel, on a vécu le deuil de revoir grand-maman rapidement, on a vécu peut-être des vrais deuils de personnes qui sont plus parmi nous, malheureusement. Le deuil un peu de notre liberté pendant un certain temps. Donc, il a fallu souvent s'adapter à des nouvelles réalités et ça a été pas simple pour tout le monde. Il y en a qui ont passé au travers un peu mieux, mais en fin de compte, il n'y a personne qui n'a pas vécu une espèce d'ajustement. Donc, souvent, pour être capable de planifier, donc se donner une vision d'avenir, un projet qu'on veut accomplir sur un petit peu plus long terme, il faut croire en nos possibilités d'y arriver. Et quand il y a quelque chose comme une pandémie où on ne contrôle pas grand-chose et tout ça, ça se peut qu'on soit qu'on ait un peu de difficulté à planifier. J'enregistre cette capsule, on est à peu près en juillet 2021. Alors, ça sent le déconfinement, on est en train de faire des plans peut-être pour des vacances d'été. On pense peut-être, si on est parents bénévoles, à l'année qui s'en vient, comment on va vouloir faire les choses. Et donc, on sent un vent d'espoir. Et justement, donc, c'est peut-être le moment est venu où est-ce qu'on peut accepter ce qui n'est pas tout à fait encore réglé, mais que les choses sont en train de s'améliorer et que c'est peut-être justement un bon moment pour faire des plans vers l'avenir. Quand vous vous sentez vous-même, vous sentez que vous avez de la difficulté à planifier, à penser à l'avenir et tout ça, ça peut être intéressant de se demander, est-ce que je suis en train de faire le deuil de quelque chose? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis dans le déni d'une réalité qui est en train de changer puis qui est hors de mon contrôle? Alors, je vous l'offre comme ça, comme une question. Peut-être que c'est pour ça qu'on a un peu de difficulté à organiser sa vie ou à planifier.
Alors, une rencontre de planification annuelle, ce n'est pas comme une rencontre ordinaire d'un conseil d'école. On va s'entendre là-dessus ou d'un comité. Quand on a des rencontres régulières, bon, on a des sujets particuliers sur lesquels on veut discuter. On peut des fois peut-être planifier des projets à plus court terme. On va discuter de suivi sur des actions qu'on a entreprises par le passé. Peut-être qu'on va faire un petit peu de logistique, mais il y a des rencontres régulières, c'est plus court, c'est fait pour ça. Une rencontre de planification annuelle, ça existe pour d'autres raisons. Donc, c'est pour se donner un cadre puis un langage commun. On ne se connaît pas tous. Si c'est en début d'année, il y a peut-être des nouveaux membres. Donc, on veut pouvoir se connaître, s'apprécier, se donner un langage commun pour nommer les choses. C'est une occasion d'établir la confiance au sein du groupe. Puis, c'est aussi une opportunité d'établir une direction à suivre pour nos travaux en cours d'année. Alors, ce que je vais discuter avec vous, et puis c'est au cœur, tout à fait au cœur de ce module-là, c'est justement une approche pour le faire. Et en le faisant, on va discuter à la fois du contenant pour notre rencontre, comment est-ce qu'on va l'organiser, de quoi elle va avoir l'air, cette rencontre-là, et aussi du contenu, qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Avant, toutefois, de se lancer dans les questions de contenant et de contenu, une petite, c'est pas une mise en garde, c'est simplement une chose qui est, je pense, très, très utile de faire avant ou même pendant votre rencontre de planification, mais vous voudrez sans doute commencer par ça. Il y aura des nouveaux membres dans votre groupe, il y en a des plus anciens. Il y a peut-être des gens qui vont se demander, c'est quoi notre rôle? À quoi on sert? C'est quoi le cadre dans lequel on évolue, on opère comme conseil d'école ou comme comité de participation des parents d'un conseil scolaire? C'est quoi les règles du jeu? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dépasser ou quoi que ce soit? Alors, je vous ai fait ce petit graphique-là qu'on retrouve dans le guide, simplement pour vous dire, c'est important d'avoir cette conversation-là, parce que bien sûr, c'est certain qu'il y a des contraintes. Il y a des contraintes dans n'importe quel regroupement, dans n'importe quel groupe de la société. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut tout le temps. Hein? Alors, nécessairement, il y a des règlements aussi qui régissent le travail d'un conseil d'école, par exemple. Alors, c'est important de connaître ce que c'est et de connaître aussi l'interprétation de ces règles qu'ont nos partenaires au sein des écoles. Donc, on travaille avec une direction d'école, on travaille avec la communauté scolaire, on travaille avec un conseil scolaire. Quels sont leurs rôles à eux, comment ça fonctionne. Alors, il faut s'assurer que pour tous les membres de notre regroupement, que ces notions-là sont quand même connues, comprises. On sait là où on peut aller, là où ce n'est pas nécessairement notre job d'aller là. Et à l'intérieur de ces contraintes-là, qu'est-ce qu'on a? On a un espace de liberté. On a la liberté d'action, de création, de prise de décision. Et ça, on va en reparler un peu dans des modules plus avancés, comme le module 6, mais sachez qu'au module 1, déjà, on a ce concept-là on a un espace de création et c'est important de bien le définir. Qu'est-ce qu'on peut faire, même en étant encadré, même en ayant quelques contraintes. Alors, c'est important d'avoir cette conversation-là. Maintenant, contenant et contenu, vous vous souvenez, quand on décide d'avoir une rencontre de planification annuelle, ça veut dire qu'on veut se donner un petit peu plus de temps. Ce n'est pas une réunion régulière, on va apprendre à se connaître, on veut quand même avoir du plaisir tout en travaillant. Donc, une façon de réfléchir à notre contenant, ça peut être de dire, OK, il va falloir être bien, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. C'est que peut-être que notre rencontre, la façon dont on va l'organiser, on va soigner ces aspects-là de notre rencontre. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Sur le plan physique, par exemple, ça pourrait être, vous pourriez choisir de faire un petit potluck. Tout le monde amène, si vous faites ça le matin,
quelqu'un amène des croissants, quelqu'un d'autre amène des fruits, il y a quelqu'un qui amène du café, etc. Donc, on se fait un bon petit déjeuner avant de partir et puis on mange ça ensemble et puis on s'assure d'avoir de l'énergie pour la rencontre, tout au long de la rencontre. On peut aussi s'assurer qu'il y a quelque chose à manger pour les pauses. Sur le plan spirituel, bien, peut-être si vous êtes dans une école catholique ou un conseil catholique, vous aurez peut-être des approches de ce côté-là qui sont précises à votre école ou à votre conseil. En tout cas, ça peut être important de nourrir cet aspect-là aussi. Si vous êtes dans un conseil public, bien, il y a toutes sortes de façons de nourrir le côté spirituel. Ça pourrait être une marche en nature, si vous n'êtes pas loin d'un parc, par exemple, de simplement peut-être faire votre pause au parc, aller prendre une petite marche, revenir, ça pourrait être intéressant de faire ce côté-là. C'est bon aussi pour le côté physique, bien sûr. Et ainsi de suite. Donc, on va parler du côté émotionnel tantôt, mais il y a des approches comme ça qui font en sorte qu'on va se sentir bien. On aura le cerveau reposé. Sur le côté physique, on va avoir eu l'énergie nécessaire, on aura accès à de l'eau, du café, etc. Alors, vous voyez donc de bien soigner tous ces aspects-là et ça fait généralement en sorte qu'on a une rencontre où on se sent bien et puis on est pleinement présent. Alors, toujours sur la question du contenu, une façon simple, si vous êtes en personne, quand j'anime des groupes, j'aime beaucoup qu'on s'assoie en cercle. Le cercle, c'est une configuration qui est parfaite. Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut se voir. Alors, ça peut être puissant de façon très, très simple. Il y a des raisons pour lesquelles, depuis des siècles et des siècles, toutes sortes de communautés se réunissent comme ça en cercle. Donc, c'est une façon de le faire. Vous pouvez reproduire ça de façon virtuelle aussi. Souvent, si on fait un Zoom, par exemple, on peut se donner un PowerPoint comme ça où on a un cercle virtuel et puis on a installé les membres du comité ou du groupe ou du conseil tout autour du cercle et puis vous pouvez même vous donner un objet de parole comme ça. Ici, j'ai mis un micro et puis c'est Charlotte qui a la parole. Alors, ça peut, selon votre processus, vous pouvez peut-être ouvrir votre rencontre ou terminer en passant un objet de parole et puis vous pourriez le faire comme ça de façon virtuelle. Alors, c'est une façon de faire les choses. Vous pourriez vous donner un brise-glace, parce qu'on s'était dit aussi que peut-être certains des membres sont là depuis peu, vous ne vous connaissez pas si bien. Alors, moi, ma philosophie des brise-glaces, c'est qu'il faut que ça soit authentique. Il y a beaucoup de brise-glace où est-ce que, bon, c'est des jeux et tout ça, ça peut être amusant. Mais pourquoi pas avoir un brise-glace qui vous révèle un petit peu, qui soit authentique, qui vous permette d'en apprendre davantage aussi sur les personnes qui sont avec vous dans cette rencontre. Alors, une façon simple ici, encore là, si on est en virtuel, grâce au PowerPoint, par exemple, on peut avoir toutes sortes de photos. On va demander aux gens de choisir une photo qui leur plaît tout particulièrement. Et puis là, on leur pose une question. Ici, ça pourrait être qu'est-ce que la photo a à me dire sur qu'est-ce que la photo a à vous dire sur votre souhait pour l'année que nous allons passer ensemble. Qu'est-ce que la photo a à me dire sur le souhait que j'ai pour l'année qu'on va passer ensemble. Alors, vous pouvez comme ça choisir une photo et puis vous pourriez partager ça au sein du cercle. Si vous êtes à l'aise avec les petits groupes sur Zoom, vous pouvez faire un petit groupe et puis encore là, avoir une conversation à deux et revenir en grand groupe par après. Alors, ce sont des façons de se connaître un peu davantage, puis aussi, encore là, peut-être de ce côté-là, on parlait du côté émotif tout à l'heure, de mieux se connaître de façon plus authentique.
Alors, on a parlé un petit peu du contenant, des éléments de contenant. Sachez aussi qu'il y a d'autres exemples qui sont dans le guide. Vous pouvez aller lire ça. Donc, il y a notre planification est comme en deux parties selon le guide. Donc, on parle de planification globale et de planification de projet. Alors, on a un outil de discussion dans le guide qui va vous donner des éléments d'information puis de planification pour l'année et de façon globale. Alors, ça sert à se donner un cadre et un langage commun pour l'année. Et puis, ça peut être utile aussi pour garder le cap. Alors, dans nos blocs de discussion, là-dessus, on pourrait, par exemple, se donner un objectif pour l'année. Qu'est-ce que ça serait un objectif pour l'année pour le conseil d'école, de l'École des Moulins à Vent? Bien, peut-être que c'est, on veut voir plus de parents à l'école. Ça, c'est ce qu'on veut voir pour l'année. Plus de parents impliqués de façon différente qui mettent les pieds à l'école. On a eu une année où on n'a pas mis les pieds à l'école, on veut ramener les parents à l'école. Parfait, excellent. Donc, ça peut être votre objectif pour l'année. Vous pourriez parler du leadership. Qui doit exercer un leadership pour que ça se passe? Quel genre de leadership? Comment est-ce qu'on va mener ça? Donc, quel genre de leadership est-ce qu'on veut voir pour que notre objectif arrive et se réalise? On peut parler de notre vision du résultat. Donc, c'est bien beau. Donc, on s'est dit qu'on voulait voir plus de parents dans l'école. Qu'est-ce qu'on voit quand on dit ça? Est-ce que c'est plus de parents? Est-ce que c'est plus de parents dans des événements qu'on va organiser? Est-ce que c'est plus de parents qui choisissent de faire du bénévolat dans des activités? Est-ce que c'est plus de parents qui sont en lien avec nous sur le site Facebook de l'école? Alors, on essaie de mettre un petit peu de viande sur le résultat qu'on veut voir. De quoi ça va avoir l'air, ça, ce résultat-là? Dans l'espace communauté, on va se demander, bon, ben, qui d'autre doit être au courant? Qui doit savoir? Qui doit être dans notre projet pour que ça se passe? Est-ce qu'il y a des alliés ou est-ce qu'il y a des personnes qui vont nous aider à faire ça? Est-ce qu'il y a des gens qui vont juste demander d'être informés et qui n'ont pas nécessairement besoin d'être impliqués directement dans l'organisation? Alors, tout ce que je vous raconte là, c'est bien détaillé dans le guide avec des questions et tout ça pour animer votre discussion, mais c'est à peu près le genre de questions que vous vous poseriez. Là, il y a les questions de valeur. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait parler de valeur? Bien, c'est toujours important, je pense, de savoir d'où on vient, qu'est-ce qui est dans notre cœur un peu quand on décide de travailler ensemble. Comment est-ce qu'on a le goût de travailler ensemble? Qu'est-ce qui sont des valeurs qui nous interpellent tous comme membres du conseil d'école ou comme comité de participation des parents? Vous pourriez décider d'adopter 2 ou 3 valeurs comme regroupement. Ça, c'est certain. Vous pourriez aussi peut-être vous inspirer des valeurs. Peut-être que l'école a adopté un énoncé de valeurs, peut-être le conseil scolaire a adopté un énoncé de valeurs. Alors, ça pourrait être intéressant de savoir ce que c'est puis de s'en inspirer. Donc, si nous, par exemple, je ne sais pas, si on décide d'agir avec intégrité, puis ça, c'est une valeur du conseil scolaire, qu'est-ce que ça veut dire quand on agit comme intégrité au conseil d'école? Alors, c'est ce genre de questions-là. Je vous dirais que ça peut avoir l'air pas très concret, là, mais en même temps, des fois, quand il y a des questions difficiles à régler, ou ça peut être très utile de retourner vers nos valeurs qu'on a acceptées en groupe, puis ça peut aussi nous aider à dire ce qu'on ne va pas tolérer au sein de notre conseil, ou qu'est-ce qui est correct, mais qu'est-ce qui ne sera pas correct. Alors, important peut-être de passer un moment sur les valeurs. L'environnement, bien ça, c'est tout ce qui est un petit peu en dehors de notre contrôle, mais qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui pourrait être une question d'environnement? Est-ce que, par exemple, on va construire, vous êtes dans une école élémentaire, puis on va construire une nouvelle école secondaire.
Est-ce que, par exemple, il y a eu une nouvelle politique, puis vous aviez une école des paliers 1 à 6 et tout d'un coup, c'est les paliers 1 à 8. Alors, qu'est-ce que ça va changer, ça, dans la dynamique de l'école? À quoi devez-vous porter attention? Est-ce que dans votre communauté, dans votre ville, il y a une manufacture où il y a un employeur très important qui a fermé? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour l'école? À quoi on peut s'attendre? Alors, de penser un petit peu en dehors des murs de l'école, puis quel est l'environnement et quel impact ça peut avoir sur l'école. Ça peut être intéressant de se pencher là-dessus. Bien sûr, vous êtes un comité conseil d'école, vous représentez les parents, vous êtes un comité de participation des parents. Vous voulez aussi vous demander qu'est-ce qui affecte les parents dans la communauté. Je pense que c'est probablement une bonne question avec laquelle commencer. Vous pouvez aussi, puis ça, c'est une question qu'on soulève beaucoup dans le module 4, jaser un peu des relations entre vous. Quel genre de relations vous voulez avoir dans votre conseil, dans votre comité? Qu'est-ce qui serait des principes sur lesquels vous voulez vous inspirer pour travailler ensemble? Est-ce qu'il y a des choses de cette nature-là? Ça peut être utile aussi de dire s'il y a un conflit, est-ce qu'il y a des façons qu'on va revenir ensemble? Est-ce qu'on va s'asseoir pour en discuter? Alors, ça, c'est des questions qui peuvent être utiles d'aborder en début d'année. Là-dessus, encore là, le guide a certaines questions qui peuvent vous aider à avoir cette discussion-là. Donc, planification globale et il y a une invitation dans le guide, dans le module 1, à peut-être vous essayer à faire de la planification de projet. Donc, vous avez jeté un petit peu le cadre pour l'année en entier. Il y a peut-être un projet en particulier qui découle de ce plan pour l'année que vous voudriez commencer à travailler. Donc, il y a des questions aussi dans le guide pour commencer ce travail-là. Bien sûr, vous pouvez commencer ce travail-là à n'importe quel moment dans l'année, mais de se donner un bon outil de planification de projet, puis d'avoir un sens de comment procéder pour planifier votre projet, ça peut être utile. Donc, vous avez ça, cet outil-là déjà dans le module 1. Alors, utile pour partager les tâches, bien sûr, pour garder le cap, pour bénéficier de la sagesse de tous les membres du groupe. C'est pour ça qu'on planifie en équipe. Et certainement aussi utile pour goûter au plaisir d'accomplir quelque chose ensemble. Parce qu'au cœur de ça, c'est sûr qu'au travail, on peut accomplir des choses en équipe. Je suis certaine que vous vivez ça. Il y a quelque chose de particulier puis de particulièrement savoureux de réussir des choses entre bénévoles. Un petit peu comme dans sa famille, quand on a un projet familial, puis on réussit à le faire. Peut-être on a adopté un chien pendant l'année, puis au bout d'un an, on se dit hey, on a vraiment réussi notre adoption. Puis notre chien est plutôt bien élevé, heureux, en santé, et on est très content avec cette situation-là. Alors, il n'y a rien comme je pense, aborder un projet ensemble quand il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de pression nécessairement. Il y a peut-être un peu de pression, mais il n'y a pas de pression, la même pression qu'il y a au travail. Simplement, on veut accomplir quelque chose dans l'intérêt commun. Alors, la planification, on va se donner des outils, ça sert à ça, ça sert à réaliser ça. Le futur, c'est une illusion, mais une illusion utile. Je fais beaucoup de planification stratégique dans mon travail et c'est certain que des fois, on se dit, bien, à quoi ça sert de se donner une vision d'avenir, de se demander où est-ce qu'on va être l'année prochaine ou dans 5 ans ou quoi que ce soit. C'est sûr que, comme dit David Allen, l'intérêt de se donner une vision, ce n'est pas dans le futur qu'elle décrit. Parce que des fois, c'est sûr qu'on peut se donner une vision qui est peut-être un peu, sinon farfelue, peut-être qui est un peu ambitieuse. Mais c'est la perception qu'on peut avoir de notre capacité d'arriver à ce futur-là qui est utile dans le moment présent. Je pense que l'être humain est ainsi fait. Il faut
qu'on puisse imaginer ce vers quoi on s'en va pour être capable ensuite de décrire les étapes pour y arriver. Alors, je vous souhaite vraiment d'aller fouiller dans le module 1, dans le guide, surtout, c'est l'été. Alors, ça peut être utile de préparer votre rencontre de planification pour l'automne. Alors, amusez-vous avec ça et puis bonne réflexion, bonne planification.